Bonjour à toutes et à tous. Je vais donc rappeler le plan de ce cours, tout au moins le plan du début de ce cours, après une introduction qui a occupé la première séance sur les questions de signification et de compréhension. Nous avons commencé d'examiner les difficultés de compréhension imaginables sur différents plans d'analyse du sens et en particulier nous avons pour l'instant travaillé sur la signification des unités lexicales, c'est-à-dire des mots lexicaux. Il nous restera aujourd'hui donc à travailler sur la signification, la question de la difficulté de compréhension dans le cas de la signification des unités grammaticales, des phrases et des textes. Je regroupe dans une seule catégorie ici par commodité les deux catégories générales, textes et discours. Alors, pour la question des difficultés de compréhension d'un mot, je n'y reviens pas, je rappelle juste très rapidement que la plupart du temps, la non-compréhension peut être surmontée grâce à l'utilisation d'un dictionnaire, que parfois elle requiert, le dépassement de la non-compréhension requiert la maîtrise de facteurs contextuels ou la compréhension de l'usage d'un mot en discours. Et puis il y a des cas particuliers comme le malentendu, le cas où la compréhension est meilleure à partir d'une image qu'à partir d'un texte, et puis le cas de la polysémie. Alors nous allons maintenant parler de la question des mots grammaticaux. Alors je vais revenir plus tard sur les problèmes complexes que pose la distinction entre mots grammaticaux et mots lexicaux, mais dans une première analyse, si vous voulez, j'utilise mots grammatical ou mots grammaticaux d'une façon tout à fait usuelle, scolaire si l'on veut. Parmi les mots grammaticaux, vous avez la catégorie des déterminants, c'est-à-dire les articles, les déterminants possessifs, les démonstratifs, les numéros, les déterminants indéfinis du type quelques, plusieurs, certains, etc. Les déterminants numéraux, ce sont les déterminants comme 1, 2, 3, lorsque je dis une chaise, deux chaises, trois chaises. Les déterminants possessifs, bien sûr, mon, ton, son, etc. Les pronoms, pronoms personnels, il, elle, le, dont je le vois. Les pronoms possessifs, le mien, la mienne, démonstratifs, celui-ci, celui-là, les pronoms indéfinis, plusieurs, certains, lorsqu'ils sont utilisés seuls, c'est-à-dire que lorsque vous dites certains étudiants, vous avez un déterminant indéfini, certains, mais lorsque vous dites certains arrivent en retard, vous avez un pronom indéfini. Et puis les pronoms relatifs. Pronoms relatifs qui pourraient être mis dans la catégorie des conjonctions de subordination, mais bon, bref, ça c'est un cas un peu à part, mais passons, c'est pas du tout le problème ici. Les prépositions, les conjonctions de subordination et de coordination. Voilà ce qu'on appelle les mots grammaticaux. Bien. La question que je pose est donc toujours la même. Y a-t-il des situations dans lesquelles on est en incompréhension? Alors, si je prends des phrases comme celle-ci. Jeanne a salué Céline quand elle est entrée dans la maison. Ou bien, vous prenez un taxi et vous dites au chauffeur de taxi, conduisez-moi à la maison. Bon, dans les deux cas, on voit bien qu'il y a un problème. Le problème, dans la première phrase, il est dans la source de l'anaphore. C'est-à-dire, vous savez que les pronoms personnels ont pour fonction d'être anaphoriques, c'est-à-dire de rappeler un terme antérieur dans le texte ou dans la pensée, selon que vous avez une conception textuelle ou cognitive de l'anaphore, mais passons. Ici, tout simplement, on voit qu'il y a une ambiguïté sur est-ce qu'elle renvoie à Céline ou à Jeanne. Jeanne a salué Céline quand elle est entrée dans la maison. Est-ce que c'est quand Céline est entrée dans la maison ou quand Jeanne est entrée dans la maison? Donc on peut dire qu'ici, il y a quand même un problème de compréhension, si on veut, qui est lié à une incertitude dans la source de l'anaphore du pronom. Deuxième exemple, conduisez-moi à la maison. Si vous dites cela à un chauffeur de taxi que vous ne connaissez pas, évidemment qu'il ne sait pas où est votre maison. Donc le référent du syntagme nominal la maison, ici, n'est pas accessible au chauffeur de taxi. Il va être accessible, je ne sais pas moi, à votre compagne ou à votre compagnon si vous dites à l'occasion d'une soirée, je ne sais pas, bon j'en ai marre, rentrons à la maison. Bon, la maison, dans ce cas-là, le syntagme nominal, la personne sait de quelle maison il s'agit. Le chauffeur de taxi, non. Donc il y a un problème d'accès au référent
lié au fait que ce type de fonctionnement de l'article défini n'est possible que lorsque vous êtes dans un rapport de connivence avec une personne. Alors évidemment, dans ces cas-là, il me semble difficile de dire que le pronom, elle, ou le déterminant, là, ne sont pas compris. Chacun comprend bien de quoi il s'agit quand on utilise le pronom il ou elle. C'est-à-dire que ça renvoie à quelqu'un. Simplement, il y a une difficulté pour savoir à qui ça renvoie. Le chauffeur de taxi qui entend la phrase « conduisez-moi à la maison », bien sûr qu'il comprend ce que, d'une certaine façon, vous voulez dire. Mais il ne peut pas interpréter complètement le message parce qu'il n'a pas accès au parcours référentiel requis par votre expression. Alors, dans ces cas-là, ce que je dirais, c'est que le mot grammatical est compris au sens où l'instruction véhiculée par le mot grammatical est comprise. C'est-à-dire que vous comprenez que le mot « elle » est anaphorique. Vous comprenez que là, dans la maison, renvoie à une certaine maison que certaines personnes peuvent identifier, mais en l'occurrence, là, le chauffeur de taxi ne peut pas. Donc, le mot grammatical est compris au sens où son instruction est comprise, mais évidemment, l'instruction est impossible à appliquer, est difficile à appliquer. D'accord ? Difficile à appliquer dans le premier exemple parce que vous comprenez très bien que « elle », vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça signifie, le sens de ce mot. Simplement, vous ne pouvez pas l'appliquer, ce sens. Et c'est là que vous voyez bien que le sens d'un mot grammatical, ce n'est pas évidemment une description, ce n'est pas une chose, c'est une instruction de sens. Allez chercher le référent antérieur, dans le cas de l'anaphore, qui correspond. Alors, si vous voulez, dans une syntaxe normative, elle, en principe, ne peut renvoyer qu'au sujet de la phrase. Hein. Donc, quelqu'un, a priori, on devrait comprendre que c'est Jeanne qui est entrée dans la maison. Mais en fait, dans le discours courant, il est tout à fait possible qu'il y ait réellement une ambiguïté. Bien, même chose, même raisonnement pour le déterminant là, l'article défini là. On comprend très bien l'instruction, mais simplement cette instruction n'est pas applicable pour des raisons d'absence de connaissance partagée. Hein. Si vous voulez, cet usage de l'article défini, qui est un usage traditionnel, usuel, c'est pas du tout quelque chose d'excentrique, hein, il suppose des connaissances partagées. Alors, ce que j'en conclus, c'est qu'il n'y a pas de difficulté de compréhension des mots grammaticaux. Hein. On a juste du mal à appliquer leurs instructions, mais on n'a pas de mal à les comprendre. Autrement dit, si on veut dresser un petit bilan provisoire de ce qui a été dit jusqu'à présent, il est évident que la question du sens grammatical et la question du sens lexical, bien qu'on ait le mot « sens » dans les deux cas, qui est du coup extrêmement trompeur, parce que cette question n'engage pas du tout le même type de problème. Le sens grammatical, on l'a vu, ne pose pas trop de problèmes de compréhension. Alors, évidemment, sauf dans le cas particulier de l'apprentissage d'une langue étrangère, où on peut bloquer sur la méconnaissance de tel ou tel mot grammatical. Bon, mais ça, c'est pas tellement ce qui est en jeu ici. Ou bien dans le cas de la mauvaise formation d'une séquence, ce sont les exemples que nous avons vus, où le mot est bien compris, mais simplement l'instruction véhiculée n'est pas applicable. Donc l'analyse du sens grammatical, ça n'est pas une question épilinguistique. L'analyse du sens grammatical, ça n'est pas une question que se posent les locuteurs ordinaires d'une langue. C'est une question de linguiste, uniquement. L'analyse du sens des mots grammaticaux ne concerne au fond que la connaissance métalinguistique. Tandis que l'analyse des mots lexicaux, le fait de savoir si on comprend bien le sens d'un mot, le fait de savoir si on utilise bien un mot en fonction de son sens, etc., tout cela, ça fait partie de la vie des sujets parlants que sont les locuteurs ordinaires. Il n'y a pas besoin d'être linguiste pour se poser des questions sur le sens des mots. C'est naturel, ça fait partie de ce qu'est cette expérience de parler une langue. Parler une langue, ça suppose d'être toujours capable de s'interroger et d'avoir cette interrogation sur le flou des frontières du sens des mots. C'est pas
juste quelque chose de marginal, c'est quelque chose qui est vraiment intrinsèque au fait de parler une langue. Hein. Donc là, il y a une grande différence. Alors je précise que ici j'ai parlé uniquement des mots grammaticaux, mais ce qui est grammatical dans une langue, ce ne sont pas seulement les mots grammaticaux. Hein. Il y a des structures, ce qu'on appelle parfois des constructions, par exemple, je ne sais pas, la construction dit transitive, transitive, intransitive, etc. Ça, ce sont des informations porteuses de sens grammatical, bien sûr. Hein. Bon, donc là, j'ai donné juste, je suis parti des mots grammaticaux pour donner une simple approximation, mais on peut évidemment, enfin, c'est tout à fait partiel, hein, mais mon but était simplement de vous montrer, mais c'est très facile, hein, je veux dire, c'est très facile de comprendre cette différence, que le sens grammatical, même s'il relève bien de ce concept de sens, hein, je veux dire, il n'est pas question de dire que les mots grammaticaux n'ont pas de sens, ils ont bien un sens, mais la nature de ce sens est différente de la nature du sens des mots lexicaux. Alors, on a vu que dans le cas des mots lexicaux, on peut distinguer plusieurs situations, aucune de ces situations n'existe pour les mots grammaticaux. Hein. Alors, premier cas de figure, on ne comprend pas le mot lui-même. Donc, on a vu que dans le cas des mots grammaticaux, ça n'arrivait jamais. On comprend toujours ces petits mots comme a, de, en, le, la, etc. Donc là, alors, sauf dans le cas d'une langue étrangère, je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, le mot lui-même, dans le cas d'une langue étrangère, d'un langage technique, d'un jargon social, comme les argots, bon, on avait vu un petit peu avec MDR la fois d'avant. Et puis là, il y a deux situations. Soit c'est juste un problème de communication, comme dans les argots, soit la maîtrise du mot permet d'élargir vos connaissances. Il faut que vous soyez conscient que la plupart, quand vous êtes ici à l'université, une très large partie de ce que vous apprenez c'est ni plus ni moins que du sens lexical. C'est-à-dire, vous enrichissez votre vocabulaire au sujet de telle ou telle discipline, et cela contribue à constituer un élargissement de votre savoir. Bien sûr, au-delà du vocabulaire, vous êtes aussi dans une situation d'acquisition de procédures, hein, de procédures. Pas que le vocabulaire, mais le vocabulaire joue un rôle extrêmement important. Hein. Donc c'est comment dire, on enrichit sa connaissance du monde en mémorisant, en élargissant son stock lexical. Mais on n'enrichit pas sa connaissance du monde en enrichissant son stock de mots grammaticaux. On enrichit éventuellement des possibilités d'expression, mais par exemple, je ne sais pas, si vous n'avez jamais utilisé et qu'on vous apprend l'usage d'une construction comme en outre, pour changer de plus, en outre, eh bien, bon, d'accord, vous allez peut-être être capable de l'utiliser, et puis rendre vos textes, peut-être un peu plus, modifier un peu leur style, mais vous n'aurez pas tellement acquis vos connaissances sur le monde. Vous n'aurez pas tellement accru vos connaissances sur le monde, vous les aurez accrues au sujet de la langue. Hein. Donc encore une fois, la connaissance du mot grammatical, elle relève de l'ordre métalinguistique. Bon, deuxième situation, je n'y reviens pas, la question du contexte. Hein, le problème n'est pas le sens du mot, c'est le contexte dans lequel on l'emploie. Et le dernier cas, c'est le cas de la polysémie. Et j'avais pris l'exemple populisme, mais on pourrait en trouver des tas d'autres. Hein. Le langage politique regorge, au fond, de ces mots de grande polysémie qui au fond, brouillent souvent le débat. Bien, alors, toutes ces remarques nous conduisent à disposer d'une bonne justification de la différence entre le sens grammatical et le sens lexical. Alors, une précision, cependant, quand je dis cela,
J'accepte pleinement qu'il soit question de sémantique et de sens dans les deux cas, hein, sémantique lexicale, sémantique grammaticale, et surtout n'y voyez pas dans cette distinction une distinction entre sémantique et syntaxe. Cette distinction entre sémantique et syntaxe, qui existe dans certains cadres théoriques en linguistique, par exemple dans la grammaire générative, où on a ce que les anglo-saxons appellent parfois le Dictionary and Grammar Model, c'est-à-dire l'idée que vous avez une modélisation du langage consistant à dire que pour faire tourner le langage, vous avez besoin de mots, le dictionnaire, et d'une syntaxe, hein, ou d'une grammaire. Et puis, avec ces deux choses-là, qui sont très différentes, complètement, enfin, disons, qui appartiennent à des modules cognitifs distincts, vous pouvez parler une langue. Bon. Le fait de dire qu'il y a une sémantique grammaticale s'oppose à cette distinction, puisqu'on accepte l'idée que l'analyse des mots grammaticaux relève de la sémantique. Mais ça n'est pas pour autant, et c'est là le point sur lequel j'insiste, ça n'est pas parce que l'on rapatrie une partie du domaine de la grammaire dans la sémantique, en disant que les mots grammaticaux peuvent être analysés non pas seulement en termes de syntaxe, mais peuvent être analysés aussi en termes sémantiques, ça n'est pas pour autant qu'on est obligé d'adopter une conception du sens indifférenciée à l'égard des mots lexicaux et des mots grammaticaux. Donc vous voyez, il faut tenir les deux choses en même temps, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, maintenant, troisième cas de figure, les situations dans lesquelles on ne comprend pas une phrase. Alors, il faut d'abord, évidemment, exclure toutes les situations de non-compréhension des phrases qui proviennent des cas précédents. Alors, on va donc, dans un premier temps, exclure le cas où la non-compréhension d'une phrase provient de la non-compréhension d'un mot lexical qui est dans cette phrase, puisque cela nous ramène au cas précédent. Alors, par exemple, quand j'avais donné la semaine dernière la splendeur smaragdine des poèmes de Pierre Louis, la difficulté de comprendre cette phrase provient simplement de la compréhension de ce mot, et une fois qu'on a compris le mot, on a entièrement compris la phrase. Donc, il y a effectivement des difficultés de compréhension de certaines phrases qui relèvent seulement du problème lexical. Donc, cela me donne l'occasion d'introduire dans le cours un concept extrêmement important en sémantique, qui est le concept de compositionnalité. La raison pour laquelle, dans certains cas, la difficulté de compréhension du sens d'une phrase provient de la difficulté de compréhension du sens d'un mot, vient du fait que le sens des phrases est souvent compositionnel, c'est-à-dire que le sens d'une phrase est une fonction du sens des mots qui la composent et des relations syntaxiques qu'ils entretiennent. Autrement dit, le sens global de la phrase est immédiatement déductible du sens des éléments qui la composent, à supposer que vous maîtrisiez la syntaxe de la langue considérée. Okay ? Donc, si vous comprenez le mot ordinateur, la préposition sur le nom de table, vous comprenez la phrase, l'ordinateur est sur la table, sans difficulté, tout simplement, c'est un calcul du sens qui part du sens des unités composantes. Alors ce concept de compositionnalité, il est issu d'un grand logicien, Frege, mais je me demande si je vous en ai pas déjà parlé. Si, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, oui, c'est vrai, il me semblait. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, mais j'y reviens donc. C'est une notion essentielle dans certains types d'approches sémantiques, en particulier les approches logico-sémantiques. Cette notion de compositionnalité, elle a des limites.
Elle a des limites parce que il y a beaucoup de phrases, de situations qui ne sont pas compositionnelles. Alors par exemple, si vous comparez ces deux phrases, Frege est un grand logicien versus Frege se retournerait dans sa tombe s'il entendait cela. Bon. Alors je précise pour les étudiants étrangers ou les étudiantes étrangères que se retourner dans sa tombe en français c'est une expression figée qui signifie que, vous voyez, j'ai repris la définition du TLFI, se dit d'un défunt qu'on imagine profondément indigné, bouleversé. Hein, c'est-à-dire, quelqu'un qui se retourne dans sa tombe, évidemment, c'est une figure, c'est une façon imagée de parler, pour dire que quelqu'un qui est mort, s'il entendait ce qu'on dit de lui aujourd'hui ou qu'on dit de telle ou telle chose, eh ben, il serait très fâché. D'accord ? Alors, voyez bien que le sens de la phrase « Frege se retournerait dans sa tombe s'il entendait cela », ce sens n'est pas entièrement compositionnel. Puisque, en fait, se retourner dans sa tombe ne signifie pas qu'il se retourne dans sa tombe. Mais c'est une expression figée, donc qui suppose un calcul du sens complètement différent. Alors, cela simplement pour dire que, d'une part, le concept de compositionnalité est essentiel, va de soi qu'on a besoin de ce concept. Mais ce concept n'est pas opposé à la non-compositionnalité. Ce concept de compositionnalité, il fait couple avec le concept de non-compositionnalité. Pourquoi ? Eh bien parce que, en fait, les linguistes qui, depuis une vingtaine d'années, ont travaillé sur la question du figement, ou de la phraséologie. Donc, sur tout ce qu'on appelle les locutions, les mots composés, les expressions, ont montré que, dans un texte, les cas de figement sont en fait aussi fréquents, voire plus fréquents, que les cas de non-figement, de compositionnalité. Dans un texte donné, bon, c'est difficile à mesurer, mais si on fait confiance à ceux qui ont tenté de le faire dans certains cas, la non-compositionnalité est plus fréquente que la compositionnalité. Alors ça, c'est une notion assez récente. Je veux dire, c'est quelque chose qui est maintenant acquis dans la recherche linguistique, mais seulement depuis, je dirais, une vingtaine d'années. Pour certains, c'est pour tout le monde presque depuis une dizaine d'années. Mais ça a quand même changé la donne, parce que pendant très longtemps, on a pensé que la compositionnalité était la règle générale, et que la non-compositionnalité concernait juste des cas très particuliers, de petites expressions, comme se retourner dans sa tombe, qui ne correspondent pas du tout à l'usage courant du langage. Mais en fait, ça n'est pas le cas. Cette non-compositionnalité, elle est extrêmement fréquente. Alors, quand je dis que la non-compositionnalité est associée à la compositionnalité, ça signifie que les structures non compositionnelles, elles s'insèrent dans des phrases qui, hors de cette structure non compositionnelle, sont compositionnelles. C'est-à-dire quand je dis Frege se retournerait dans sa tombe s'il entendait cela, le segment se retournerait dans sa tombe est non compositionnel, mais si vous imaginez que ce serait l'équivalent de se fâcherait, eh bien, le calcul entre Frege plus se retournerait dans sa tombe plus s'il entendait cela, et à l'intérieur de s'il entendait cela, s'il entendait cela, tout ce calcul-là est compositionnel. Donc, en réalité, il n'y a pas une opposition, mais dans les langues, il y a cette double contrainte de compositionnalité et de non-compositionnalité. Bref, j'y reviendrai peut-être à un moment donné, oui, forcément, plus tard, lorsqu'on parlera des problèmes de figement dans la définition des unités lexicales. Donc ça, c'est le premier cas qu'on va laisser de côté. On laisse de côté le cas où la non-compréhension d'un mot provient simplement d'un problème de compositionnalité lié à la mauvaise compréhension du sens d'un mot.
la compréhension, je voulais dire la compréhension d'une phrase, la non-compréhension d'une phrase, provient d'un problème de compositionnalité dû à la difficulté de compréhension d'un mot. Deuxième cas de figure, on va exclure le cas des phrases incluses dans un texte. Parce que ça, on le verra dans le cas des difficultés de compréhension d'un texte. Parce qu'évidemment, dès qu'une phrase est dans un texte, son sens va être déterminé par tout ce qui précède et tout ce qui suit. Donc, on ne peut pas analyser le sens d'une phrase qui est dans un texte indépendamment du texte. Autrement dit, la question de la compréhension d'une phrase qui est dans un texte revient à la question de la compréhension du texte. Bon, donc vous voyez que ces deux premières exclusions, elles visent à exclure le niveau plus petit du mot et le niveau plus petit du texte. Alors, on va étudier uniquement les phrases isolées. On va exclure aussi un cas très particulier, je le note rapidement en passant, le cas des difficultés de compréhension dues à la longueur des phrases, parce que ça c'est un paramètre qui existe, et en particulier dans les cas, par exemple chez l'enfant, dans les cas de pathologie du langage, d'aphasie, enfin la longueur d'un texte à comprendre détermine beaucoup les capacités de compréhension. Un enfant, évidemment, tout dépend de son âge, mais un enfant qui est pas très loin du début de l'apprentissage de la lecture, si un texte est un petit peu trop long, il aura des difficultés de compréhension. Donc la longueur, un texte, je veux dire une phrase, la longueur de la phrase, mais au fond c'est la même chose pour un texte, la longueur de la phrase est dans certains cas une difficulté. Mais pour un locuteur adulte, en principe ça ne pose pas trop de problèmes, sauf éventuellement dans des cas de phrases très très longues. Alors un des records est celui de Proust avec une phrase dans Sodome et Gomorrhe qui fait 856 mots, c'est celle-ci. Donc vous la lirez tranquillement si vous voulez. Voilà, c'est une phrase qui commence comme ça. Donc forcément, elle suppose une compréhension des relations de subordination, etc., assez subtile. On ne va pas la lire ici, on n'a pas le temps, mais vous aurez le temps de la lire tranquillement lorsque vous récupérez le PowerPoint. Donc, je vais m'intéresser au cas des phrases isolées, ce que mon collègue Dominique Magno, que vous avez peut-être eu en cours ou que vous avez peut-être en cours, qui est donc professeur de linguistique ici, appelle les phrases sans texte. Il a consacré un livre à cette question, extrêmement intéressante, et il distingue, parce qu'il a remarqué qu'effectivement, on parle toujours des phrases dans l'horizon d'un genre textuel, d'un genre de discours. Mais il y a quand même toutes sortes de phrases qui sont isolées et qui doivent être pensées en tant qu'isolées. D'où sa distinction entre l'énonciation aphorisante et l'énonciation textualisante, l'énonciation textualisante correspondant à la construction d'un texte, à une énonciation qui produit un texte, donc où la phrase va être intégrée dans un texte, et puis l'énonciation aphorisante, où la phrase est isolée, détachée, et ou bien elle est détachée par nature, c'est-à-dire que la phrase n'a jamais été intégrée dans un texte, elle est détachée par nature, par exemple dans le cas d'un proverbe, ou alors elle est détachée d'un texte, donc elle était dans un texte à un moment donné, mais elle a ensuite eu une sorte de vie propre, et dans ce cas-là, on peut distinguer, dans le cas de l'énonciation aphorisante détachée d'un texte, deux types, l'aphorisation forte ou l'aphorisation faible, selon que la phrase est complètement isolée du texte d'origine, elle a rompu tout lien avec son texte d'origine, et puis les aphorisations faibles où le texte au fond est à proximité, comme par exemple les titres ou les intertitres dans la presse. Alors, je vous invite à lire ce texte de Magno, ça vous apprendra des choses intéressantes sur cette question de la phrase sans texte et de l'énonciation aphorisante. Vous avez le lien ici, c'est un texte en ligne qui est accessible. Alors voici une citation extraite donc d'une autre source que je vous donne également, qui est un glossaire d'analyse de discours, très utile également. Alors on peut la lire ensemble si vous voulez. On considère communément, en particulier dans la lignée de Bakhtin, qu'il n'est de parole que dans l'horizon du texte et du genre de discours. Dans cette perspective, un énoncé constitué d'une seule phrase, proverbe par exemple, constitue un genre de discours élémentaire.
En fait, les genres de discours, pour les gens qui travaillent sur l'analyse de discours, ils ne sont pas limités par principe. Hein. On en connaît un certain nombre qui sont stabilisés dans les cultures, mais je me souviens d'une occasion où j'avais vu que quelqu'un travaillait comme genre de discours sur la note de suicide. Oui, le genre de choses que les gens écrivent juste avant de se suicider. La note de suicide, voilà, on va dire que c'est un genre de discours. Donc, je prends volontairement cet exemple un peu extrême de cas très très particuliers pour vous dire que, bon, tout dépend des auteurs, mais d'une manière générale, le concept de genre de discours est complètement ouvert. La multiplicité, enfin, il y a une multiplicité des genres de discours qui n'est pas, qu'on ne peut pas limiter par principe. Donc, à côté de ces énoncés sentencieux, donc les proverbes, il y a une foule d'énoncés attribués à un individu identifié et qui ont été détachés de textes. Une formule célèbre comme « la religion est l'opium du peuple » de Marx, aussi bien que les innombrables petites phrases qui circulent dans la presse, fonctionnent comme des énonciations autonomes, non comme des fragments de texte. Alors, est-ce que les étudiants étrangers comprennent ce que signifie petite phrase? Parce que là, en l'occurrence, cette expression n'est pas compositionnelle. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire? Les petites phrases. Alors, j'aurais dû prendre un exemple, mais ce qu'on appelle les petites phrases dans le discours journalistique, ce sont des phrases extraites d'un discours politique. Ah, si, voilà, j'ai un exemple, bien sûr. Vous vous souvenez qu'il y a eu toute une polémique récente liée au fait que le président de la République, Emmanuel Macron, aurait dit que, alors je ne me souviens plus précisément de la formulation, mais qu'il ne laisserait pas, enfin qu'il ne se comporterait pas comme l'ont fait des fainéants. Hein, vous vous souvenez, il y a eu le mot fainéant qui a été prononcé dans une phrase. Bon, bref. Il faudrait retrouver cette phrase, on pourrait la retrouver très très facilement si on peut faire du fast-checking si vous voulez, et puis si quelqu'un la retrouve en regardant sur son téléphone, vous la direz tout à l'heure. Mais en gros, c'est une phrase qui a été prononcée à l'occasion d'un discours et qui a été une phrase comprenant le mot fainéant, hein, et qui a été ensuite isolée par ses opposants politiques pour tenter de la retourner contre lui. Hein, c'est un procédé extrêmement usuel. Une phrase est prise, est détachée de son contexte, parce que pour une raison ou pour une autre, elle choque, ou elle est potentiellement choquante, et ensuite, elle circule dans la sphère médiatique avec toutes sortes d'interprétations et de réactions. Donc c'est ça qu'on appelle les petites phrases des hommes politiques. Alors évidemment, mais on n'a pas le temps de s'y intéresser, toute la question là est de savoir si l'homme politique qui produit cela le fait volontairement ou pas. Je pense qu'il y a les deux cas. Hein. Dans certains cas, le discours, la personne politique, homme ou femme politique, qui va produire un énoncé potentiellement choquant pour le public ou pour ses opposants politiques, le fait volontairement pour créer la polémique et pour être au centre de la tension médiatique, mais parfois je crois que ça leur échappe, hein. C'est-à-dire qu'ils ont écrit quelque chose plus ou moins sincèrement, mais en pensant pas que ça pose problème, et un lecteur, souvent opposant bien sûr, quel que soit le bord de départ, va dire « cela est choquant » et va faire en sorte que du texte ou du discours soit extraite une petite phrase qui va circuler. Et donc c'est typiquement ça, l'énonciation aphorisante dont parle Magno, c'est qu'à un moment donné, une phrase porte son sens et est commentée dans son sens, ce qui montre bien qu'elle en a un, d'une manière totalement indépendante du contexte de départ. Et quand il y a, je vous laisse réagir tout de suite, et quand il y a, par exemple, bon, encore une fois, j'aurais dû prévoir un exemple, mais je n'avais pas prévu cette question, lorsqu'il y a, par exemple, un contexte antérieur qui en fait montre qu'il y a eu un malentendu total et que la phrase n'était absolument pas choquante dans son contexte. Le personnage politique a beau faire tout ce qu'il veut,
jamais il ne réussira à rapatrier le contexte de sa phrase. Elle circule dans l'espace public avec son sens qui est perçu comme choquant ou dérangeant, et l'existence d'un contexte qui permet de justifier le sens de la phrase et justifier le fait qu'elle ne soit pas choquante ne change rien. Alors oui, vous aviez une réaction. Je voulais savoir si ça marchait dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire qu'un mot, justement, véhicule tout un contexte et tout un... Oui, par exemple, bien sûr. Une période de l'histoire qui a été même très antérieure. Oui, alors un mot, oui. C'est la même chose. Alors, je pense que c'est un phénomène un petit peu différent, parce que là, on est en l'occurrence dans le cas juste du mot, alors qu'ici, on est dans le cas de l'énonciation de la phrase. Mais un exemple, je pense que ça répond à votre question, récent, un peu moins récent, mais qui a aussi généré des polémiques dans le discours politique, c'est l'utilisation du mot race dans le discours politique. Hein. Certains ont choisi de le réintégrer, et donc là, si vous utilisez race, eh bien, vous allez créer une polémique. Mais il y a toutes sortes d'autres cas possibles. Hein. Je veux dire, il y a des mots tabous dans toute langue, et si vous les utilisez, vous risquez d'être stigmatisé juste par l'usage d'un mot. C'est-à-dire, bon, race n'est pas tabou au sens où peuvent l'être des dénominations racistes, comme, je ne sais pas, nègre, d'autres, où là, je ne sais pas, mais là c'est presque inimaginable aujourd'hui hein, qu'un homme politique prononce une phrase avec ce mot à l'intérieur, sauf en citant, je ne sais pas, mais même, ce serait extrêmement difficile. Bon, bref, ne nous éloignons pas trop du sujet. Donc, voilà, ça c'était pour expliquer petite phrase. Donc, je reprends. Une formule célèbre comme « la religion est l'opium du peuple », aussi bien que les innombrables petites phrases qui circulent dans la presse, fonctionnent comme des énonciations autonomes et non comme des fragments de texte. Donc, vous voyez que la problématique de l'aphorisation, elle est liée à l'idée qu'une phrase peut constituer une énonciation autonome et n'est pas nécessairement un fragment de texte. On peut considérer qu'il y a deux types d'énonciation, l'énonciation aphorisante qui ne ressortit pas à la logique du genre de discours, et l'énonciation textualisante qui associe des textes à des genres de discours. Avec ce concept d'aphorisation, s'efforce de produire une théorie unifiée de l'ensemble des phrases sans texte, que celles-ci soient primaires, devises, slogans, maximes, bon, proverbes, etc., hein, ou secondaires, extraites de texte, titres, petites phrases, citations célèbres, etc. Donc, c'est très judicieux de la part de Mingnaud d'avoir introduit cette distinction, parce que je pense qu'elle est réelle et très utile. En tout cas, pour nous, elle est intéressante. Alors, on va prendre des cas de phrases dans lesquelles on peut avoir une difficulté de compréhension. Alors, vous remarquerez, là j'ai pris 3 exemples de proverbes africains. Et la première chose, donc je les lis, même avec de l'eau sale on peut éteindre le feu, quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer, accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. Donc, vous pouvez d'abord constater que vous comprenez chacun des mots de cette phrase, hein, donc de ces phrases. La difficulté de compréhension de ces phrases n'est pas relative à une difficulté du sens des mots. Par ailleurs, il s'agit bien d'énonciations aphorisantes, ce sont des proverbes, hein, donc ce sont des phrases isolées qui doivent être compréhensibles comme telles. Bien, alors je vais, pendant la petite pause que nous allons faire, puisque là je vois qu'une heure de cours est déjà passée, vous laisser réfléchir un petit peu au sens de ces proverbes, et puis on se retrouve dans 5-10 minutes pour en parler. Voilà, à tout à l'heure. Alors, je reprends donc là où je me suis arrêté. Est-ce que quelqu'un a une idée du sens que peut avoir ce premier proverbe, même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu? Est-ce que d'abord quelqu'un connaissait ce proverbe? Est-ce que vous voulez tenter quelque chose, tenter une interprétation? Oui?
D'accord, oui, oui. Oui, je disais, il y a un double sens, il y a un sens pratique et un sens... Enfin, Ah oui, alors ça, il y a un sens littéral du proverbe et un sens métaphorique, disons. Hein, certains proverbes fonctionnent comme ça. Oui, mais là, ce à quoi on s'intéresse, évidemment, c'est pas au sens littéral. Hein, parce qu'effectivement, littéralement, on peut éteindre du feu avec de l'eau sale. Mais si c'est un proverbe, c'est que ça signifie autre chose. Oui ? La fin justifie les moyens. Oui, oui, c'est un peu l'idée que vous disiez, oui. D'accord. Vous remarquerez que la fin justifie les moyens, c'est également une phrase relevant de l'énonciation aphorisante, mais qui fonctionne d'une manière complètement différente. Hein, puisque quand on dit la fin justifie les moyens, on est dans une structure qui n'est pas la structure du proverbe. Hein, puisque là, la phrase est interprétable littéralement. D'accord ? Le proverbe suppose quand même toujours un double niveau de sens. Alors, je vais vous donner des contextes, bon, qui sont, je m'en excuse d'avance, mais ce sont ceux que j'ai utilisés l'année dernière, qui sont en l'occurrence pas très reluisants, mais je n'ai rien trouvé d'autre cette année, puisque au fond, cette expression semble assez peu présente sur les réseaux. Voici deux contextes, je vais lire le premier, le deuxième je vous le laisserai lire tranquillement. Brésil, une photo d'Usain Bolt au lit avec une étudiante crée la polémique. Alors, la réponse où il y a l'expression qui nous intéresse, and so what, elle n'est même pas belle, mais bon, même l'eau sale éteint le feu. Alors, vous pouvez lire la deuxième citation qui indique bien dans quel contexte cette phrase est utilisée. Donc, au fond, et cette définition, je l'ai trouvée sur un site, alors je ne sais pas s'il est extrêmement fiable, mais enfin, en tout cas, la définition qui est donnée correspond bien à ces emplois. Même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu, est utilisée d'une manière, si vous voulez, initiale, hein, pour dire que la laideur féminine n'existe pas en amour. Lorsqu'on éprouve un désir, n'importe qui, même s'il ou elle est laide, est susceptible de le satisfaire. Alors, j'ai ajouté par souci il ou elle, mais en général, ce sont toujours des énonciations produites par des hommes pour parler des femmes, et jamais le contraire, hein, comme par hasard. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce sens-là, vous voyez, qui est beaucoup plus spécifique que ce que vous aviez imaginé. Mais ce que vous aviez imaginé est en fait une dérivation à partir de cette acception de départ, si vous voulez. Par exemple, j'ai trouvé dans deux forums, toujours des forums qui parlent de l'Afrique. Hein. Il fait de son mieux, donc au sujet d'un footballeur, il fait de son mieux, vous savez, alors bon, j'ai laissé les coquilles, hein, mais c'est pas grave, il fait de son mieux, vous savez, avec de l'eau sale on peut éteindre le feu. Et là, c'est au sujet d'un footballeur dont les qualités sont insuffisantes pour certains. Donc, certes, il est mauvais joueur, mais il peut servir quand même à quelque chose, hein, par défaut. Là, un autre exemple. Bon, il faudrait avoir plus d'éléments pour pouvoir comprendre exactement de quoi il s'agit, mais peu importe. Le président des Nations Unies, mais d'où sort ce Dadis? Alors, il est question d'un certain Moussa Dadis Camara. Pour nous pondre de telles âneries, nous sommes serrés en Afrique, tellement désespérés que nous pensons que notre salut peut venir de ce genre de personnes. Il est vrai que même avec de l'eau sale, on peut éteindre le feu. Donc, ce qu'on comprend ici, c'est qu'il est question d'un personnage politique qui n'a pas bonne réputation, mais qui, dans la situation, peut quand même être utile. Bon. Alors, ce n'est pas tout à fait la fin justifie les moyens, c'est quand même l'idée que des personnes qui ont une forme de déficit, hein, de défaut, d'incapacité, peuvent malgré tout
être utile dans telle ou telle situation. De la même manière que de l'eau sale, c'est de l'eau, donc ça peut éteindre le feu, mais c'est de l'eau sale, donc c'est de l'eau dégradée. Hein. Vous voyez, c'est ça l'espèce de spectre sémantique commun. Alors, ce dont je me suis rendu compte et qui m'a un peu surpris, c'est que cette structure proverbiale se trouve dans d'autres cultures. Alors, vous voyez qu'on trouve des proverbes mongols et mandchous et en Chine qui disent la même chose. De l'eau sale peut aussi éteindre un incendie. Alors, il y a des étudiants chinois ou des étudiantes chinoises. Est-ce que vous connaissiez ce proverbe? Non? Alors, apparemment, non, mais enfin, il est attesté, mais peut-être pas très courant. Il y a un proverbe corse qui dit la même chose, et même un proverbe italien. Vous voyez, donc, il y a quand même là une structure, alors je ne sais pas comment a circulé ce proverbe, mais il y a une structure qu'on retrouve qui n'est pas spécifique à l'Afrique. Donc, grosso modo, une interprétation qui recoupe à la fois le sens d'origine de la formule et les sens dérivés, une interprétation serait la suivante, hein, certaines solutions sont efficaces même si elles ne sont pas idéales. Alors, pour les autres cas, quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer ou accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. Bon, je ne vais pas vous laisser... bon, vous avez peut-être votre idée, mais on va voir tout de suite la solution. Dans le même, à partir de la même source que tout à l'heure, j'ai trouvé ces interprétations. Hein, pour quelle que soit la colère du cafard, la poule finit toujours par picorer. Quoi qu'il puisse se passer dans ton environnement, ta vie suivra toujours son cours. Hein. On comprend bien le lien entre la situation concrète et le sens global. Accroche ton sac là où tu pourras le décrocher. Ne te mets pas dans des situations compliquées, voire irréversibles. D'accord? Alors, la question qui se pose ici, c'est comment est-ce qu'on résout le problème du sens de ces expressions. Et, bon, c'est une question assez compliquée, mais ce qu'on peut dire simplement, c'est que une solution qui est un petit peu l'équivalent pour les phrases du recours au dictionnaire pour les mots, c'est qu'on va recourir à une opération qui s'appelle la paraphrase. Hein, qui est, là, la paraphrase, c'est un concept technique en linguistique. Ça signifie donc, en première approximation, disons, une phrase équivalente. Il y a une équivalence logique, les deux phrases désignent la même réalité. Donc, par exemple, ne te mets pas dans des situations compliquées, voire irréversibles, est une paraphrase de « accroche ton sac là où tu pourras le décrocher ». Évidemment, la question, c'est de savoir, ça c'est, je veux dire, pour vous expliquer le sens de ces proverbes, il m'a suffi de recourir à ces paraphrases, et vous avez tout de suite compris. Alors, pourquoi vous avez compris? Parce que vous avez compris non seulement le sens de la paraphrase, qui du coup est plus facile à comprendre que le proverbe, parce qu'il ne suppose pas ces deux niveaux de sens, littéral et métaphorique, disons, mais aussi vous avez compris la relation entre le sens, entre la paraphrase et le sens littéral du proverbe. D'accord? Autrement dit, dans le cas du proverbe, on a besoin d'une paraphrase qui explicite le sens métaphorique, qui dise le sens métaphorique d'une manière non métaphorique. Alors, par ailleurs, mais ça c'est un point que j'aurais, je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer cette année, l'étude linguistique des proverbes, depuis quelques années, a beaucoup progressé, c'est ce qu'on appelle le domaine de la parémiologie. Et ce qu'on sait tout au moins, c'est que de la même manière que les mots, ça on y reviendra, désignent des catégories, hein, les mots, les unités lexicales qu'on utilise, servent à, disons, dénommer des catégories, eh bien, des catégories conceptuelles ou des catégories de choses, enfin bref, les proverbes, eux, servent à catégoriser des situations. Hein. Vous voyez que dans chacun de ces proverbes renvoie à toute une catégorie très grande de situations dans lesquelles vous pourriez dire ce proverbe. D'accord ?
Alors, évidemment, ce que je viens de vous expliquer, là, vous permet de comprendre comment on passe de la non-compréhension à la compréhension, c'est-à-dire pour faire comprendre un proverbe, on donne une paraphrase non métaphorique, mais évidemment, ça ne dit pas exactement comment on a trouvé la bonne paraphrase. Et là, on revient à la question de la non-compositionnalité. C'est-à-dire que le sens métaphorique des proverbes, évidemment, il n'est pas compositionnel. Et ça suppose d'avoir, du coup, une connaissance culturelle. Il faut avoir appris ce que signifie le proverbe à un moment donné. Et le lien entre le sens littéral et le sens métaphorique est compris ensuite. Mais il n'y a pas de solution générale pour comprendre immédiatement le sens métaphorique d'un proverbe à partir de son sens littéral. On peut se tromper, je veux dire, la seule solution, c'est de savoir, dans la culture considérée, quel est le sens de ce proverbe. Donc c'est exactement la situation dans laquelle vous êtes lorsque vous ne connaissez pas le sens d'un mot et vous allez chercher une source extérieure pour acquérir le sens de ce mot. Bien, prenons maintenant un autre cas. Quels sons produit le claquement d'une seule main? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents? Alors là aussi, on est dans une situation où on comprend chacun des mots de la phrase, mais ces phrases, vous serez d'accord, posent un problème de compréhension. Pourquoi? Eh bien, quel son produit le claquement d'une seule main? Ici, il y a une sorte d'incompatibilité, puisque le claquement de main suppose qu'on ait deux mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le claquement d'une seule main? Quel était votre visage avant la naissance de vos parents? Bon, là aussi, c'est une question assez énigmatique. Alors, on est bien dans le cas d'énonciations aphorisantes. Ce sont des énoncés qui sont produits d'une manière isolée, mais évidemment, on n'est pas du tout dans le cas des proverbes. On est dans un cas très particulier qu'on appelle celui du Kohanzen. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, voici une citation d'un spécialiste de la question, et si vous voulez en savoir plus, je vous donne ici un lien qui vous permettra de comprendre. Je lis avec vous la citation. À la différence du zazen, la forme méditative du zen la plus connue, qui cherche à annihiler le rapport aux choses terrestres par le retrait dans la méditation, le Kohanzen choisit d'emprunter aux choses terrestres pour mieux en libérer l'esprit. Le Kohanzen, en effet, se caractérise par son recours au langage en des phrases qui ne font pas sens, du type « qu'est-ce que la voix ? Oui ». Ou du type de celle que je vous ai donnée ici, quels sont produits le claquement d'une seule main, etc. Autrement dit, les devinettes et autres historiettes absurdes que propose le Kohanzen à ses pratiquants utilisent le signe, mais pour mieux le démystifier et défaire tous les liens qui le rattachent au sens. Il s'agit de dérouter, non pas tant pour révéler l'absurdité ou le vide de toute pensée langagière, mais surtout pour bousculer l'esprit dans son carcan de signification, dans le but de l'amener à accéder au non-moi, à la non-pensée, qui sont autant de définitions négatives de l'illumination bouddhiste. Donc, vous voyez qu'ici, on est dans une situation où la production d'une énonciation aphorisante qui n'a pas de sens assignable est volontaire. Donc c'est une pratique langagière qui s'inscrit dans le cadre donc d'une pratique sociale spécifique, là, qui est en l'occurrence la méditation, et qui vise à nous faire sortir donc de l'ensemble des significations dans lesquelles nous sommes enfermés pour tenter de mettre notre esprit dans une situation différente, disons, et échapper à tout ce qui est préconçu. Alors, évidemment, c'est un cas très particulier, mais on va en voir d'autres, où le non-sens est volontaire, et donc là, il n'y a pas de résolution
du sens. Je ne peux pas vous dire, finalement, quel est le sens de ces phrases. Comment on les comprend, ces phrases? On les comprend en comprenant le dispositif dans lequel elles s'insèrent. On comprend que ce non-sens est volontaire et on pourrait comprendre, en allant plus loin sur cette notion de Cohen-Zen, comment tout cela est structuré. Troisième type d'exemple, il n'y a pas de métalangage. Bon, en supposant que vous sachiez ce que signifie métalangage, c'est-à-dire un langage sur le langage, disons. Une phrase de Lacan. Une autre phrase de Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. Et une phrase de Blanchot, sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Alors, ici, il s'agit de 3 phrases d'auteurs renommés. Dans lesquelles aucun mot ne pose un problème de compréhension et qui correspondent à des énonciations aphorisantes, pas dans le cas de l'aphorisation détachée par nature, mais dans le cas de l'aphorisation, de l'énonciation aphorisante où la phrase est détachée d'un texte. Donc ce sont des phrases qui étaient insérées dans des textes, mais qui en ont été détachées et qui ont circulé isolément, comme ça, dans différentes sphères discursives. Alors, il n'y a pas de métalangage. Pourquoi est-ce que cette phrase pose une difficulté de compréhension? Parce que on a l'impression, enfin, il suffit de chercher métalangage dans n'importe quel dictionnaire, je pense que ça, je n'ai pas vérifié, mais je suppose que métalangage existe dans les dictionnaires usuels type Robert Larousse, mais sinon dans un dictionnaire de linguistique, et vous verrez que le métalangage, c'est, disons, le lexique qu'utilisent les linguistes. Lorsque vous utilisez le mot conjonction, pronom, préposition, ces mots sont le métalangage du linguiste, c'est-à-dire ce sont les mots qu'il utilise pour parler du langage. Donc cette phrase, c'est du métalangage déjà. D'une certaine façon, oui. Cette phrase est déjà du métalangage, puisqu'elle parle du langage. Alors, dans la mesure où cette notion de métalangage, l'existence du métalangage, semble ne pas poser de problème. De la même manière, au fond, c'est la même structure, qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, c'est quand même quelque chose qui est surprenant, pris comme ça, littéralement. Eh bien, la difficulté de compréhension vient du fait que ces énoncés donnent l'impression d'être faux, puisqu'on sait qu'il y a des rapports sexuels, on sait qu'il y a du métalangage, mais comme ils sont énoncés par un auteur dont on va dire, pour simplifier, fiable, c'est pas comme si vous récupériez ces phrases sur Internet en ne sachant pas d'où elles viennent, etc. Là, c'est un auteur fiable. Les citations, on peut retrouver le contexte et on va l'examiner dans un instant. Vous interprétez nécessairement que cette phrase vient pour vous sortir d'un préjugé, c'est-à-dire vous croyez, oui, j'ai toujours cru qu'il y avait du métalangage, mais pourquoi il n'y en a pas? Il doit y avoir quelque chose là-dessous. Il y a une certaine façon de comprendre qu'il n'y a pas de métalangage. Il y a une certaine façon de comprendre qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Et donc, ces phrases sont interprétables. Alors, comment? Donc, d'abord, on va essayer de retrouver le contexte. Alors, pour la première, un premier contexte est le suivant. Prêtez ma voix, donc cet extrait des écrits de Lacan, prêtez ma voix à supporter ces mots intolérables. Moi, la vérité, je parle, passe l'allégorie. Cela veut dire tout simplement tout ce qu'il y a à dire de la vérité, de la seule, à savoir qu'il n'y a pas de métalangage, affirmation faite pour situer tout le logico-positivisme, que nul langage ne saurait dire le vrai sur le vrai.
puis que la vérité se fonde de ce qu'elle parle et qu'elle n'a pas d'autre moyen pour se faire. Alors, je pense que, en lisant ce texte, vous n'êtes pas complètement éclairé sur le sens de cette formule. Hein. Et pour ceux d'entre vous qui avaient déjà lu des textes de Lacan, vous ne serez pas surpris. C'est effectivement une écriture assez obscure en apparence. Mais bon, voilà, à partir de cette écriture, je vous l'ai déjà dit, il y a deux attitudes possibles. Soit on considère qu'il y a une façon d'écrire qui est déterminée par l'objet dont il est question et qu'il y a un véritable savoir, une connaissance, une interprétation utile et quelque chose à faire et quelque chose qui est dit de réel sur la psyché humaine à partir de ces textes. Et d'autres qui sont dans le refus et qui considèrent que c'est un verbiage complètement inconsistant, qui ne signifie rien et qui est une sorte qui correspond à ce que Dan Sperber appelle l'effet gourou, c'est-à-dire le texte mystérieux du gourou qui au fond ne veut rien dire mais qui donne vaguement des illusions de signification pour faire en sorte que la signification ne soit jamais accessible et que les fidèles soient toujours obligés de recourir au gourou pour essayer de comprendre quelque chose, mais ils ne comprendront jamais rien parce que c'est ça qui les attache à leur gourou. Bon. Donc, on peut osciller entre ces deux positions. Il y a un sens, au fond, qu'on pourrait expliciter indépendamment de ce texte, qui serait beaucoup trop long de commenter dans le détail, parce que chaque chose dite ici a vraiment un sens. Simplement, l'idée que Lacan aurait pu formuler différemment, je pense, mais qui est une intuition assez juste, c'est que lorsque vous voulez parler du langage, vous utilisez le langage. D'accord ? Le linguiste, il tient un discours de linguiste. Donc, pour parler du langage, vous utilisez le langage. Donc, il n'y a pas de lieu hors du langage où vous pouvez parler du langage. D'accord ? C'est dans ce sens-là qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas de métalangage, c'est-à-dire on ne peut jamais sortir du langage. Donc ça équivaut à tout est métalangage en fait. Exactement. On peut dire exactement l'inverse, c'est-à-dire soit il n'y a pas de métalangage, soit tout est métalangage. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte dans ce type d'énonciation, une phrase et son contraire sont toutes les deux vraies en même temps. Ce qui veut dire qu'on est sur un plan de la signification très différent du plan strictement compositionnel à la Frege. Hein. Bien, pour la deuxième phrase, il n'y a pas de rapport sexuel. Donc le contexte, un des contextes est celui-ci. Après avoir posé ceci qui a l'avantage de vous frayer ma visée, mon dessin, je repars de ceci qui concerne ce point qui est de l'ordre de cette surprise par où se signale l'effet de rebroussement dont j'ai essayé de définir la jonction de la vérité au savoir et que j'ai énoncé en ces termes qu'il n'y a pas de rapport sexuel chez l'être parlant. Alors, en réalité, ce qui est très embarrassant par rapport à la problématique de l'énonciation aphorisante, c'est que la phrase telle qu'elle a circulé, il n'y a pas de rapport sexuel. Et récemment, d'ailleurs, il y a un livre de Barbara Cassin et Alain Badiou qui s'intitule comme ça, des entretiens, je crois, enfin, je ne me souviens plus précisément, mais il n'y a pas de rapport sexuel. Ce sont des commentaires sur un texte de Lacan qui s'appelle L'étourdi. Cette énonciation aphorisante, elle a laissé de côté une part essentielle du contexte qui est chez l'être parlant. Parce qu'en réalité, ce que vise Lacan, là, c'est le rapport au langage et à la symbolisation. Autre citation peut-être plus explicite, le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. Le signifiant n'est pas propre à donner corps à une formule qui soit du rapport sexuel. D'où mon énonciation, il n'y a pas de rapport sexuel, sous-entendu, formulable dans la structure. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, dans le rapport sexuel, qui, échappant au langage, échappe à l'être, puisque l'être est parlant. D'accord ? Bon, une formulation plus didactique, disons, de Jacques-Alain Miller. Au terme, Lacan a pu dire qu'il n'y a pas de rapport sexuel, que le mode de jouir n'est pas programmé de nature au niveau de l'espèce humaine, mais qu'il s'établit différemment pour chacun des deux sexes ou à un autre niveau pour chacun, un par un. Donc ça, c'est une autre interprétation, enfin, mais qui est évidemment liée à cette formule.
c'est l'idée que, au fond, la sphère du masculin et la sphère du féminin étant, au fond, des sphères, comment dire, culturelles, qui n'ont pas de rapport entre elles, qui sont autodéterminées chacune dans leur logique propre, eh bien, il n'y a pas de rapport sexuel entre ces sphères-là, et en tout cas, il n'y en a pas au niveau de l'espèce humaine, c'est-à-dire au niveau du genre biologique. Bon, on pourrait passer une année à discuter du sens de cette phrase et je veux dire que ce serait assez intéressant. Il y a des milliers de pages qui ont été écrites sur cette phrase, sans exagérer. Sans exagérer. Donc, il y a une sorte de production de sens à partir d'un tout petit énoncé qui est assez fascinante dans un sens. Bon. C'est bien que ça touche à quelque chose quand même. Et puis, dernier exemple, peut-être un petit peu plus simple, qui vient d'un auteur Blanchot, peut-être moins connu, Maurice Blanchot, l'auteur d'un livre absolument passionnant, que je vous conseille, si vous ne l'avez jamais lu, mais à lire pour le plaisir, L'écriture du désastre. Un livre qui contient beaucoup d'aphorismes, donc typiquement des énonciations aphorisantes. Et un des aphorismes que j'ai pris un peu au hasard, mais on le trouve, si vous cherchez cette phrase entre guillemets sur Google, vous allez trouver des contextualisations, des gens qui utilisent cette phrase pour décrire une certaine situation. Sans la prison, nous saurions que nous sommes tous déjà en prison. Alors, la façon dont on peut gloser d'une manière un peu simpliste, je vous l'accorde, mais bon, pour, disons, s'accrocher un petit peu en termes de signification à cette phrase, c'est tout simplement l'idée que l'existence d'une prison, l'existence de la prison dans les sociétés, nous donne l'impression que nous sommes libres, que nous ne sommes pas en prison, puisque la prison est dans un certain endroit, c'est là où on met les criminels, etc. Et le fait qu'il existe des prisons extérieures nous empêche de percevoir notre propre emprisonnement. C'est ça l'idée. C'est qu'en réalité, nous sommes tous emprisonnés dans quelque chose. Mais l'existence de la prison nous donne l'impression que nous sommes libres alors que nous ne le sommes pas. Bon, voilà. Je suis désolé, c'est une interprétation un petit peu simpliste de cette formule qui a d'autres potentialités de signification, mais vous voyez qu'on peut, là, en connaissant un tout petit peu l'œuvre de Blanchot, trouver des significations. Donc, vous voyez que dans ces situations-là, complètement différentes des deux précédentes, dans le cas des proverbes, il y a une solution. C'est-à-dire que vous avez un énoncé qui est énigmatique, éventuellement à première lecture, si on ne l'a pas vu, mais il y a une stabilisation culturelle de la signification qui fait que vous pouvez accéder une fois pour toutes au sens du proverbe et pouvoir l'utiliser éventuellement dans telle ou telle circonstance. Dans le deuxième cas, celui du Koan Zen, c'était un dispositif particulier qui produit du non-sens et il n'y a pas à aller plus loin que comprendre la nature de ce dispositif. Ici, on est dans une situation complètement différente puisque la question de l'épuisement du sens se pose réellement. On ne peut pas donner définitivement le sens de ces phrases. Ce sont des phrases qui n'auront jamais fini de produire du sens, tant qu'elles seront diffusées dans telle ou telle culture. Si elles arrêtent d'être diffusées, elles peuvent perdre leur potentialité de signification, mais ici on est dans des situations où le sens n'est pas fermé, n'est pas définitif. On peut trouver du sens, on peut en trouver de différentes façons. On peut discuter à l'infini sur l'interprétation de ces phrases. On peut discuter à l'infini, je précise bien, sans considérer pour autant qu'on est dans le pur subjectivisme. C'est-à-dire qu'il y a des types d'interprétations qu'on va regrouper, mais on ne s'en sort pas en disant « moi je comprends ça, toi tu comprends ça, on comprend chacun notre truc et on s'arrête là ».
hein. Il y a des interprétations fausses. C'est une chose importante, ça, mais bon, je n'ai pas le temps d'y insister sur le fait que... Justement, je voulais vous demander, oui, les gens qui sont forcément orientés dans un... Moi, tout à l'heure, dans le programme du CAFA, j'ai compris, les riches ont toujours... Voilà, si on a une visée comme ça, un petit peu, on voit dans les émissions où les gens arrivent avec leur... où c'est des historiens, où c'est des philosophes, ils ont une pensée déjà préétablie quand même, et ils tirent tous un petit peu l'interprétation en fonction de leur vision du monde. Donc ça, qu'est-ce qu'on en fait ce qu'on en fait, je ne peux pas vous répondre de manière complète, parce que votre question engage beaucoup trop de choses, mais d'une manière générale, si la discussion est une véritable discussion bienveillante, s'il n'y a pas une volonté de manipulation, etc., on peut arriver à comprendre l'horizon d'interprétation. Il y en a toujours un. Je veux dire qu'on interprète à partir d'une certaine précompréhension du monde qui est en fait, qui provient de l'ensemble des significations que nous portons, nous, en raison de notre vie, de notre culture, de nos lectures, etc. etc. Donc, compte tenu d'une éventuelle finalité pratique, manipulatrice, etc., dans l'usage de telle ou telle forme d'argumentation, il est naturel qu'on interprète à partir d'un certain point de vue. Simplement, ce point de vue, il peut être explicité, et de deux choses l'une, soit on additionne les points de vue, soit ils sont complémentaires, soit ils sont opposables l'un à l'autre. Et à l'intérieur d'un même point de vue, il peut y avoir des débats, si vous voulez, sur la bonne interprétation ou la mauvaise interprétation. Hein, je veux dire que si on est historien, comme vous preniez cet exemple, eh bien, peut-être qu'il peut y avoir des débats sur telle ou telle question précise, en fonction des connaissances de tel ou tel historien, qui, entre eux, vont pouvoir accéder à quelque chose qui est stable en termes de signification. Mais j'insistais simplement sur ce point parce que je sais très bien que très souvent, lorsqu'on dit que la signification, là, en l'occurrence, il s'agit d'une phrase, d'un énoncé aphorisant, mais on verra que le même problème se pose pour les textes, d'une manière encore plus évidente. Le fait de dire que les interprétations ne sont pas closes, que le sens est multiple, est très souvent interprété en disant « chacun comprend ce qu'il veut ». Et ça n'est pas cela le problème. Hein. Non, lorsque chacun comprend ce qu'il veut, les chacun en question se regroupent très facilement en catégories. Et en fait, parmi les interprétations possibles, certaines, on peut démontrer qu'elles sont erronées. Mais parmi les interprétations non erronées, il y a plusieurs possibilités. Bon, alors, dernier cas de figure peut-être que j'aurai le temps d'examiner aujourd'hui. Vois ce que tu crois, mange ce que tu espères. Ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous en absoudre. Bon, alors là, je ne vais pas vous laisser réfléchir longtemps. Ces phrases, je les ai trouvées en lisant un article. J'ai trouvé ça par hasard. Et en fait, pour les étudiants étrangers qui ne connaissent pas, Thierry Lhermitte, c'est un acteur qui a été assez célèbre dans les années 80-90. Il dit la chose suivante: ce que j'aime bien faire sur Facebook, c'est poster de fausses citations, juste pour voir le nombre d'abrutis qui vont liker. J'ai ainsi mis une photo de Nietzsche et j'ai écrit dessous « Bois ce que tu crois, mange ce que tu espères ». Combien de likes? Plein, mais celle qui a le mieux marché, c'est un faux Voltaire. Ne jugez pas ce que l'avenir a condamné, le passé pourrait bien vous en absoudre. Évidemment, ça ne veut rien dire. Bon, alors là, on est dans un cas un peu particulier, là, de jeu, de sorte de manipulation, là, en l'occurrence, ou de jeu, si on ne veut pas voir le mal là où il n'est pas. C'est évidemment une situation... J'ai donné cet exemple parce que
comme je vous le disais tout à l'heure, pour certaines personnes, les énoncés de Lacan n'ont pas plus de valeur que ça. Et évidemment, quelqu'un, ici comme Thierry Lhermitte, mais il y a d'autres personnes que ça amuse beaucoup de faire ce genre de choses, il y a quand même là-dessous une sorte de... Alors, peut-être je surinterprète un tout petit peu, mais une sorte de préjugé anti-intellectualiste qui vise à dire, ben voyez, les phrases compliquées sur lesquelles les gens se prennent la tête, en réalité, elles ne veulent rien dire. Hein. Et moi, je peux vous en faire des phrases qui ne veulent rien dire. D'accord ? Bon, donc je suis un petit peu circonspect à l'égard de ce genre d'humour que je trouve, au fond, un peu douteux d'une certaine façon. Mais enfin, bon, il ne faut pas non plus être trop paranoïaque. Hein. Alors, je traite quand même, avant qu'on termine, un dernier exemple, très simple encore. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent ces phrases. Si tous les chevaux avaient pour faire des aimants, le cœur des amants cesserait de battre. Quand les oiseaux nageront, la moule fera preuve d'énergie. Princesse Brandon, c'est surtout celle-ci. Princesse Brandon déglutira une petite Mirabelle gaiement dans un cajot. Non, ça ne vous dit rien? Eh bien, en fait, ce sont des cadavres exquis. Hein. Là, donc, on est dans une situation de production littéraire aléatoire, qui suppose évidemment toute une réflexion sur la question de l'enfermement dans les significations usuelles. Hein, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la question du koan zen, mais quand même, ce qui est commun, c'est cette idée qu'on veut sortir de ce qui est préétabli en termes de signification dans le langage. Alors, évidemment, c'est un dispositif qui a eu son importance à une époque donnée dans l'histoire littéraire, mais vous conviendrez que c'est un dispositif one shot, quoi. C'est-à-dire que, bon, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a produit quelques cadavres exquis, bon, je sais bien que certains instituts font ça en classe pourquoi pas, hein, avec les enfants, on peut faire ça. Mais ça ne construit pas, si vous voulez, un dispositif d'écriture qui soit extrêmement intéressant. Hein. C'est un geste artistique un peu comme une performance. C'est un geste artistique qui a une valeur en tant que tel, encore une fois, dans l'histoire littéraire. Mais voyez que par ce moyen aléatoire, en disant ben, on va l'aléatoire produit du poétique, certes, ça produit du poétique, mais le dispositif en lui-même est extrêmement limité. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moyens de sortir de la signification constituée. Et les exemples des phrases précédentes qu'on a vues de Lacan ou de Blanchot en sont, mais qui sont bien sûr postérieurs au surréalisme. Hein. C'est un moyen radical, si vous voulez, de sortir de la signification déjà constituée, et je reviendrai sur cette notion parce que c'est extrêmement important, mais c'est un moyen trop radical, qui, au fond, est assez pauvre. Hein. C'est-à-dire que n'importe qui peut faire ça, et après on peut s'amuser à essayer de comprendre des choses. Ça peut avoir une certaine... on peut en faire un certain usage, mais au fond, ça ne produit pas des textes intéressants. D'accord ? Alors, écoutez, je reprendrai donc dans 15 jours, puisqu'on ne se voit pas la semaine prochaine, là-dessus, en faisant une petite synthèse de l'ensemble de ce que nous avons vu au sujet des phrases, et donc nous terminerons en parlant donc du cadre de la difficulté de compréhension des textes. Merci de votre attention, et donc dans 15 jours.